une garden party. On a fait quelque chose de convivial pour votre arrivée, monsieur le préfet, l'année dernière. C'était fort sympathique. Cette année, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de différent. Et imaginez-vous, on est à 389 jours des JO. J'ai pas fait ça, non, pas comme ça. Et donc j'étais ravie d'accueillir cette exposition Histoire, Sport et Citoyenneté. Ravie à plusieurs titres. Ravie parce que l'ami Blanchard que vous voyez là, je le connais depuis un petit moment. Et il y a 4 ans, il est venu me voir quand j'étais à la NCT en me disant regarde, c'est chouette, on va faire une expo comme on fait d'habitude. Et puis on va parler des valeurs des JO. J'ai trouvé ça enthousiasmant et donc on l'a fait. Et c'est là. Et donc on a travaillé avec la CASDEN qui est présente aussi, où est Patrick là, qui est Patrick Humeyer, qui est chargé de mission, chargé de projet auprès du directeur de la CASDEN autour de cette expo, puisque la CASDEN est liée à la Banque Populaire qui est un des sponsors des JO. Mais au-delà du côté sponsor, ils en ont fait quelque chose comme j'aime. Monsieur le voisin, et comme j'aime, c'est-à-dire avec du sens. On raconte l'histoire et le sens des choses, parce que le sport, c'est aussi du sens, c'est de la citoyenneté. Et donc, c'est tout l'esprit de cette exposition. Alors, je remercie Caroline. Et donc, Caroline, qui quand j'ai présenté l'expo, m'a dit chouette, et on va le travailler. Je salue aussi Christelle Marchal et le conseil départemental qui a une politique assez offensive et ambitieuse autour des JO, avec un projet héritage, avec le passage de la flamme, qui n'était pas évident. Je sais qu'à partir de cette exposition, il y a toujours des actions éducatives. On en a une cet après-midi, puisque les élèves du collège ont eu le plaisir d'avoir une visite guidée avec Pascal Blanchard, et puis l'école reviendra dans la semaine. Surtout, cette exposition, elle est là, à disposition de ceux qui ont envie de venir la voir pendant tout l'été. En juillet ici, et je regarde Madame Sur-Virieux, on pourrait essayer de la mettre au mois d'août à Colmar, ce qui ne serait pas complètement incongru, puisque vous accueillez la flamme. Donc on va essayer de travailler à ça. Avec grand plaisir. Pour l'implanter en août du côté de Colmar, avec beaucoup de sens et de lien avec le conseil départemental. Pour relier l'actualité, Eugène, avec les valeurs de l'olympisme. Et on est devant le tableau de l'engagement et du patriotisme, de la dignité, de la persistance et de la justice. Alors, mais avant de faire play, je crois qu'il y a le patriotisme, puisque là, j'ai l'impression que non pas la République, mais des personnes perdent un peu leur repère. Il est important de faire preuve dans ces moments-là de solidarité entre nous, de solidarité entre élus. C'est important qu'on fasse corps. C'est un peu aussi tout le sens du sport, le sport collectif, de faire corps à un moment donné, pour montrer qu'on est là. Ne pas se décourager, il y a des moments de découragement dans ma fonction. Je crois que dans ces moments-là, voilà, il faut faire preuve d'esprit de corps. C'est là-dessus que je voulais terminer. Encore une fois, merci de m'avoir donné la parole. Castellane ce soir pour présenter cette exposition qui est le fruit quand même d'un travail collectif qu'on a l'habitude de mener avec Pascal Blanchard et le groupe de recherche HAC. On a déjà fait pas mal d'expositions et en 2018, quand la CASDEN est devenue partenaire premium des Jeux Olympiques, on s'est dit très rapidement avec Pascal qu'on ne pouvait pas passer à côté des valeurs de l'olympisme qui ont été citées par M. le maire, qu'il fallait qu'on puisse aller vers les établissements scolaires, les collectivités territoriales et le faire des Jeux Olympiques un événement très populaire, le plus populaire qui soit, puisqu'il l'est par le nombre de personnes qui sont téléspectateurs de ce moment-là. Et donc on a créé en une petite heure le schéma type des panneaux que Pascal va vous décrire tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a obtenu le haut patronage du président de la République. On a également obtenu le label Olympiade culturelle. C'est le seul programme qui possède ces deux labels, donc le haut patronage plus le label Olympiade culturelle. On en est quand même très fiers parce que c'est aussi le travail collectif de tout un conseil scientifique, une quarantaine de personnes. Même si aujourd'hui il a été un peu agrandi, ce travail-là, c'est toujours le travail d'une équipe. Bien que très souvent, on soit sur plutôt des
les sportifs qui sont dans le cadre de disciplines plutôt non collectives, mais individuelles. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que depuis septembre 2020, date à laquelle on a inauguré cette exposition avec Pascal et Nadia, qui était ministre de la Ville à l'époque, sur les grilles de la préfecture de Blois, nous avons réalisé 3500 présentations de cette exposition à la fin du mois d'avril 2023. C'est-à-dire plus de 3,5 millions de visiteurs, de personnes adultes, d'élèves, des collégiens, des lycéens, qui ont pu prendre connaissance avec leurs professeurs ou sans leurs professeurs de cette exposition-là. Alors comme il faut être très bref, on a créé un outil pédagogique aussi, je voudrais une brochure et un outil pédagogique. Madame de la brochure. Voilà. 150 pages destinées aux enseignants, mais pas que, des animateurs de clubs sportifs, les gosses qui sont présents pour l'utiliser, puisque vous avez un site, www.casdelhistoiresport.fr, sur lequel tout est disponible, vous pouvez tout télécharger, tous les panneaux, pour une utilisation exclusivement pédagogique, et vous pouvez télécharger la brochure, le quiz qui est ici, et puis c'est disponible dans le jardin pédagogique. Et depuis le début de la semaine dernière, on a même le privilège d'avoir une partie qui est réservée maintenant au cycle 2 et au cycle 3 qui n'existait pas auparavant. Donc vous trouverez tout ça sur le site. Corinne, de nous réunir ce soir et d'organiser pour la deuxième fois cette garden party. Je pense que c'est important, fortiori avant les vacances, de pouvoir se retrouver pour partager un moment de convivialité. C'est une très belle initiative et le nombre que nous sommes ce soir montre qu'on répond présent, voilà, et qu'on a besoin de ces moments de convivialité. Mais en même temps, comment passer sous silence l'actualité compliquée de ces derniers jours, et je voudrais dire aux maires qui sont présents aujourd'hui combien on est à leur côté, combien l'État est aux côtés des maires, qui sont pas simplement les sentinelles de la République, mais qui sont aux avant-postes de tout ce qui se passe sur les territoires, et que lorsqu'on attaque des maires, lorsqu'on attaque des policiers, des gendarmes, des pompiers, lorsqu'on attaque des professeurs, c'est la République qu'on attaque. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez dit, monsieur le maire, on a besoin de marquer notre unité, de marquer notre préoccupation commune aussi par rapport à ces événements d'une ampleur inédite. Alors disons-le, dans le département des Alpes de Haute-Provence, on a été plutôt épargné. Il y a eu quelques faits, quelques incendies de poubelles, mais je dirais que ce n'est pas évidemment à l'échelle de ce que beaucoup d'autres territoires ont connu. Mais il n'en demeure pas moins que les maires que vous êtes très directement exposés 365 jours par an. Et dans ce contexte difficile, dans ce contexte, disons-le, préoccupant, l'État est à vos côtés et on a besoin de travailler ensemble au quotidien sur des solutions à apporter, qui ne sont pas que des solutions financières, mais qui renvoient à plein de choses sur lesquelles j'imagine qu'on aura l'occasion d'échanger ce soir et plus tard encore. Alors, ce soir c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage. Moi, je voudrais vraiment saluer l'initiative qui consiste à parler de l'olympisme, d'abord parce qu'il y a une semaine, la vice-présidente, on prenait connaissance du passage de la flamme dans les Alpes de Haute-Provence. C'est quand même une grande nouvelle, un grand événement qui va mailler l'ensemble du département, pas toutes les communes, mais déjà plusieurs d'entre elles, et ça va être un événement formidable qui va apporter une grande notoriété aux Alpes de Haute-Provence et faire découvrir notre irrésistible département. Mais c'est aussi l'occasion ce soir avec cette exposition de célébrer les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme et le sens qu'il y a derrière l'olympisme. Alors bien sûr, il y a une compétition, on espère que la France récoltera une pluie de médailles, mais derrière cette compétition, il y a surtout les valeurs du sport. Et je pense que l'exposition que vous allez nous présenter dans un instant illustre formidablement bien toutes ces valeurs du sport, la tolérance, le respect, la paix liée à l'olympisme, toutes ces valeurs qui, encore une fois, aujourd'hui trouvent une résonance particulière et qui montrent que c'est autour de ces valeurs du sport qui sont inculquées dès le plus jeune âge, notamment à l'école. Je me tourne vers l'inspecteur d'académie.
parce qu'il y a une dimension éducative, évidemment, une éducation par le sport, qui est aussi quelque chose de formidable. On a la chance d'être dans un département qui offre des possibilités multiples de pratiquer plein de sports différents. Et c'est aussi une belle manière de célébrer ces valeurs et de pouvoir je dirais, nous retrouver dans les valeurs de l'olympisme et les valeurs véhiculées par le sport. Voilà. Pour avoir une assistante au top et avec Corée, vous êtes tranquille. On se connaît depuis des années et c'est vrai, quand je lui ai parlé de cette exposition la première fois, je lui ai dit l'idée c'est comment on arrive à faire que des jeunes s'intéressent à une histoire qui a plus de 130 ans d'histoire. Et la meilleure manière, c'est de raconter ceux qui ont fait les Jeux Olympiques. Si je demande à chacun d'entre vous, uniquement pour les Jeux d'été, combien de sportifs y ont participé, on est tranquille sur 3,5 millions de visiteurs, aucun n'a trouvé le chiffre. 200 000 sportifs et sportives ont participé aux Jeux Olympiques depuis 1896. En même temps, c'est une histoire monde. Tous les grands événements du monde se sont passés dans les Jeux. Les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu pour la nuit des guerres. Les Jeux Olympiques ont fabriqué l'histoire des nations. Les Jeux Olympiques ont été le premier réceptacle de la guerre froide. Les Jeux Olympiques ont été le reflet de la montée des nationalismes. Les Jeux Olympiques ont été aussi la construction des nations. Les Jeux Olympiques ont fait naître le débat sur les co-responsabilités. Les Jeux Olympiques ont fait aussi naître le débat entre amateurs et professionnels. Les Jeux Olympiques ont fait naître le débat sur le financement des infrastructures. Comment on les fabrique de manière pérenne. Et pour un élu, on l'a vu au dernier débat, beaucoup d'opinions publiques ne veulent plus recevoir les Jeux Olympiques en considérant que ça peut être de l'argent des fois mal investi. Ça fait naître tous les débats de la société. Et en même temps, c'est l'histoire du monde. Si vous prenez chaque Jeux Olympiques, les combats sont là. Le combat des femmes, c'est simple. Premier Jeux Olympiques, 0 femmes. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront les premiers paritaires. 130 ans juste pour l'égalité. Ça suffit déjà à faire travailler les gamins quand on fait une courbe. Ils partent de 0, ils arrivent à 50. C'est génial. Ils font en même temps des mathématiques. Donc cette expo, elle sert même pour les profs de maths. Vous connaissez tous le début des Jeux de 1896, Athènes, qui d'ailleurs en est fou Coubertin parce qu'il n'avait qu'une seule chose, c'est qu'ils aient lieu à Paris. Athènes, renaissance des Jeux. Ces premiers Jeux, il y a moins de 300 sportifs. Au prochain Jeu de Paris, ils seront 15 000. Vous voyez déjà la progression aussi de ce qu'a été le sport. Moins de 20 nations pour les premiers Jeux. Aujourd'hui, plus de 200 nations. Vous parliez tout à l'heure de patriotisme. Ce mot est essentiel dans les jours que nous connaissons aujourd'hui. 2, c'est essentiel d'ailleurs pour expliquer aux élèves que le patriotisme, c'est ce qui fait l'amour de notre pays. Mais le patriotisme dans l'histoire des Jeux Olympiques est quelque chose de très particulier. Peu d'entre vous doivent savoir cette histoire incroyable que je raconte toujours à des gamins. Dans une équipe de rugby, il faut 15 joueurs. Les Français étaient 14 en 1900. Il manquait un 15e pour l'équipe de rugby. Et à l'époque, on n'est pas forcé d'avoir la nationalité de son pays pour participer à une équipe nationale. C'est un des tropismes et des spécificités de l'histoire des Jeux. Et on va chercher un étudiant brillant en médecine haïtien, que vous voyez ici, qui porte le ballon sur l'équipe, Constantin de Caisse, qui n'est pas français, qui est haïtien, et à qui on dit hey, qu'est-ce que tu fais dimanche? Il dit je ne travaille pas le dimanche, je fais l'école de médecine. Un haïtien de Paris. Et il va remplacer, il va être le 15e de cette équipe, qui va gagner la médaille d'or. Il avait été oublié par le mouvement olympique jusqu'à il y a encore 10 ans, on avait oublié que c'était 1. Le premier homme noir a gagné une médaille. 2. Le premier caribéen a gagné une médaille. 3. Le premier français noir a gagné une médaille. Et 4. Sans lui, il n'y avait pas l'équipe de France à classe. C'est la plus belle leçon de patriotisme. C'est la fraternité. Ensemble. Et je trouve que cette histoire, quand on raconte à des gamins aujourd'hui, elle est essentielle parce qu'ils disent mais monsieur, alors on pouvait à l'époque gagner pour un pays. Ben oui, les Français qui ont été pour l'équipe grecque en 1896 et aux Jeux Olympiques de 1904, vous avez les Français qui vivaient aux États-Unis, comme les Français n'ont pas été aux Jeux de 1904, le voyage coûtait trop cher. 1, 2, 3. Je reviens. L'histoire, et vous allez suivre, vous allez faire un 33 mètres, c'est la durée de l'exposition. Donc un tiers du 100 mètres. Et je vais essayer de vous faire en moins de 8 minutes, c'est la demande de Madame la sous-préfète, vous avez vu le challenge. Même aux Jeux Olympiques, on n'a pas osé imaginer des preuves pareilles. Avancez. Une expo, ça se voit avec les yeux. Les Jeux Olympiques, c'est aussi une explication. Au départ, c'est réservé à seulement quelques nations. Et on n'imagine pas que tous les peuples de la Terre puissent venir participer aux Jeux. C'est leur volonté, leur demande de pouvoir à un moment ouvrir les Jeux et faire qu'il n'y a plus que les nations européennes. On a même fait des Jeux anthropologiques en 1904 pour démontrer que seuls des Blancs pourraient courir vite. L'histoire des Jeux Olympiques a démontré que c'est un tout petit peu plus compliqué l'histoire. Notamment l'histoire de la corporalité. Aux Jeux de Londres, nous sommes encore dans un temps où les Jeux Olympiques, ça va vous surprendre, ne marchaient pas. Le public ne venait pas. Le sport n'est pas encore quelque chose de populaire. Le sport au début du XXe siècle, c'est un truc d'aristocrate. Il faut avoir du temps pour faire du sport.
Donc on se dit que la meilleure manière de faire venir le public, c'est d'intégrer les Jeux Olympiques dans des expos universelles. Paris 1900, 1904 Saint-Louis, 1908 Londres. Les premiers Jeux qui vont être organisés dans une ville. Avancez, vous allez voir ce que c'est qu'un 33 mètres. Vous êtes presque dans les Jeux Olympiques, messieurs dames. Avancez, les premiers Jeux qui vont être organisés en dehors d'une exposition, c'est 1912 à Stockholm. Qui sont les Jeux tels que vous les connaissez un peu aujourd'hui? Du public, des estrades, des épreuves, des règlements. On commence à rentrer dans toute la codification des Jeux. Et surtout, déjà, on commence aussi à rentrer dans quelque chose qui est important, parce que les Jeux, c'est aussi ça. Sinon, on n'hisserait pas des drapeaux en la victoire. Sinon, il n'y aurait pas l'hymne national. Toute l'idée de Coubertin, c'était de penser que le sport allait éviter la guerre. Avec ce qui s'est passé derrière, il n'a pas totalement réussi là-dessus. Mais par contre, une chose qui est essentielle, c'est qu'il a expliqué que des nations qui pouvaient être ennemies pouvaient se retrouver dans un stade, même si elles étaient ennemies, et là, d'un seul coup, de manière fraternelle, c'est le principe du fair play, va rencontrer. C'est toute l'histoire de ce contexte en 1912 qui précède la guerre. Vous savez que les Jeux Olympiques ont devenu en 1916, et les Jeux d'Anvers sont justement les Jeux de la paix. 1920, c'est ce symbole des colons qui s'envolent. C'est ce symbole du serment qui est prêté. C'est toute la modernité des Jeux et en même temps aussi une certaine manière de penser la paix, puisque l'Allemagne et ses alliés ne sera pas invitée aux Jeux. L'Union soviétique ne viendra pas aux Jeux, en considérant que c'est un sport bourgeois et créera ses propres Jeux Olympiques, les Spartakiades. Vous voyez qu'il y a un petit peu de politique quand même dans l'histoire des Jeux Olympiques quand on commence à gratter, quand on commence à s'intéresser à l'histoire. Avancez, on va faire quelques plus. Autre débat sur la citoyenneté que j'adore, et la diversité. Vous connaissez tous Johnny Weissmuller, Tarzan. Qui n'a pas vu un film avec Tarzan? Johnny Weissmuller, c'est d'abord la star de la natation des Jeux Olympiques de 1924. La star des médias. Il fait toutes les couvertures de presse. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Johnny Weissmuller n'a pas normalement le droit de participer aux Jeux Olympiques. Il n'est pas né sur le sol de l'Amérique. Son frère, lui, est né en Amérique. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole les papiers de son frère et il vient à Paris au JO. Quand on gagne 5 médailles, on devient américain très très vite en rentrant au pays. C'est aussi une histoire fascinante de se montrer comment les Jeux Olympiques ont aussi été un espace de citoyenneté, y compris dans ses contradictions. Johnny Weissmuller, pareil, comme Tarzan. 1924, Paris, c'est aussi d'une certaine manière qu'on commence à réfléchir à la pérennité des Jeux, les infrastructures, le coût. Les stades qui seront créés, Colombes, existent toujours. C'est là qu'on va inventer le premier village olympique. On a encore la capacité d'avoir sportifs et sportifs sur le même village olympique, la poudrerie de l'époque, mais en même temps les Jeux de 24 sont déjà des Jeux extrêmement modernes, avec des essais spectaculaires. L'histoire à raconter à des gamins qui se posent la question, mais monsieur, pour réussir au jeu, on fait comment? On s'entraîne, oui, on travaille, on se lève tôt le matin, on perd le soir. Et l'histoire de Gawar El-Wassi est fantastique. Ouvrier chez Renault, 6 jours par semaine, entre 11 et 12 heures par jour. Tous les soirs, il va courir ses 15, 20, 30 km. Il n'a qu'un rêve, faire oublier l'échec de 1924, où au marathon il termine 7e. Il part à Amsterdam, personne ne fait attention à lui. Il n'a même pas de chaussures pour courir. Il est tout petit, il fait 1 mètre 50. On croit pas en lui. On pense qu'il n'a strictement aucune chance de gagner. Il va gagner ce marathon. Seul Français en athlétisme médaillé d'or. Premier maghrébin à gagner une médaille dans l'histoire de l'Olympisme. Sublime histoire. Et je rappelle toujours aux gamins que ce monsieur se courait toute l'histoire et s'entraînait. Le travail, ça paye. On va avancer, on va arriver au jeu de Los Angeles. Tout le monde se demande pourquoi les entreprises sont rentrées dans les jeux. Ça doit vous dire quelque chose. C'est 3 ans après la grande crise de 29. Rappelez-vous ce qu'est l'Amérique en 1932. Essayez d'imaginer, le gouvernement américain dit au monde olympique, nous n'avons pas les moyens d'organiser des jeux. Que fait Los Angeles? Le business. Ce sont les premiers jeux privés, financés intégralement par le privé. Ce qui va faire rentrer dans le monde olympique la notion de toutes ces marques que vous voyez maintenant quand vous avez les Olympiades. Ce sont des jeux qui ont été intégralement financés par le privé. Pareil, des jeux extraordinaires sur lesquels, désolé, je ne veux pas me retourner, sur lesquels on intègre cette notion de fair play. Alors ça, les gamins, vous êtes tranquilles, hein, collégiens, lycéens, le mot fair play, ils ne connaissent pas. Et en plus, quand on leur raconte c'est quoi le fair play, ils sont fous. Comment, monsieur? Cette dame, à l'époque où les touches au fleuret n'étaient pas signalées par une machine, dit à un moment, alors qu'elle a gagné la médaille d'or, non, j'ai été touché par mon adversaire. Alors là, les gamins ne comprennent pas. Comment
Simplement, elle a gagné la médaille d'or et elle la rend. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle le fair play. C'est d'accepter les principes, les règles, et de les respecter. On sait, Jesse Owens, tout le monde connaît. Image emblématique des Jeux Olympiques. Image emblématique pour 3 raisons. La première, c'est que ça se passe à Berlin, les Jeux de 36, où il y a cette idée d'une suprématie blanche. Jesse Owens va un peu rappeler que c'est un peu plus compliqué, l'histoire du monde. Deuxième idée, le mouvement noir américain lui demandait de ne pas aller à Berlin pour boycotter les Jeux. Il décide d'y aller parce qu'il considère que c'est à travers son sport et à travers son engagement qu'il fera avancer la cause. Troisième idée fantastique, Jesse Owens rappelait toujours quand on lui demandait mais comment ça s'est passé avec Adolf Hitler. Il disait non, comment ça s'est passé avec Roosevelt. Quand je suis rentré, je n'ai pas pu rentrer à la Maison Blanche. J'étais avec tous les autres sportifs noirs, interdits d'être fêtés comme les autres sportifs blancs américains. L'histoire est des fois beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Rappelons toujours de Jesse Owens, à la fois grand sportif, mais aussi une personnalité qui a supporté des idéaux. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de Jeux Olympiques en 1940, à cause de la guerre, pas en 1944. Donc les prochains Jeux auront lieu en 1948 à Londres. Londres reçoit les Jeux au nom de la capitale qui a souffert par la guerre et symbole de la résistance. Les Jeux aussi, 1, 2, 3, ce seront aussi les Jeux de la guerre froide. Vous le savez, à ce moment-là, le monde est déjà coupé en deux. Et pas encore, mais déjà. Voilà, on va redémarrer. En 1940, déjà, l'idée des deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, ce qui sera la base des Jeux de 52. À partir de ce moment-là. Là, tu es trop À partir de... T'inquiète. À partir de ce moment-là, 52. Ah ouais. Merci. À partir de 1952, les Jeux, et 56, les Jeux vont devenir l'antichambre de la guerre froide. Et c'est fantastique à suivre parce qu'au moment, il y avait, on l'a tous oublié, mais la guerre froide, c'est quoi? Demander aux autres de se battre à sa place quand on est deux grands. Et il y a deux endroits où les deux grands se battent en continu. L'espace, la Lune, les satellites et le sport. Et d'un seul coup, ça va être l'antichambre. Dans l'entre-deux-guerres, c'était la montée des nationalismes, puisque la plupart des grandes nations, démocratie et non-démocratie, ont utilisé le sport comme emblème même de ces pays. À partir des années 50, avancez-vous messieurs dames, on a presque fait la moitié du 33 mètres olympique entre nous. Ça va être le moment où il va se battre, et il va y avoir ces débats entre les deux blocs qui vont devoir démontrer chacun à leur manière qu'ils sont la meilleure référence au monde. Vous avez le bloc soviétique qui bien sûr va avoir ses sportifs d'État face à un monde où le business commence à l'être. On est encore dans l'amateurisme et ça émerge. En même temps, 1960, les Jeux de Rome. C'est déjà le moment du basculement du monde. De nouvelles nations arrivent, c'est les indépendances. Le nombre de nations est pratiquement multiplié par 2 par rapport aux Jeux de 36. Et là, vous avez une star, Mohamed Ali, les Jeux de 60. Il va d'abord, par son côté hableur, la manière dont il parle aux journalistes, il va devenir une immense star et il va totalement marquer ces Jeux. Ces Jeux sont aussi faits et offerts par le mouvement olympique à l'Italie au nom d'un principe. Il faut tourner la page de la guerre et du régime fasciste en Italie. On va avancer, si vous voulez bien, Tokyo. Les premiers Jeux en Asie. C'est très symbolique parce que c'est le moment où le mouvement olympique considère qu'il faut emmener les Jeux dans d'autres continents. Je rappelle qu'en 2024, le seul continent qui n'aura pas eu les Jeux, c'est l'Afrique. Il faut emmener les Jeux en Asie pour faire rentrer dans le mouvement olympique et faire que le sport se mondialise. Tokyo, c'est aussi les Jeux, comme pour Rome. On l'a oublié aujourd'hui, mais c'est une manière de dire que la page de la Seconde Guerre mondiale est tournée. C'est une manière de dire, d'une certaine manière, qu'on avance. Mexico, vous avez tous l'image en tête. 2 points levés. En même temps, on a tous oublié qu'au 400 mètres aussi, il y a eu des points levés. Mais celui qu'on a retenu, c'est Carlos Smith, qui gagne le 200 mètres. Je connaissais l'histoire mythique. Si Bambuc, ce jour-là, n'avait pas été malade, et Bambuc est malade, le français, ce jour-là, futur ministre des Sports en France, Bambuc termine 5e. S'il avait été 3e, il aurait certainement été sur le podium avec eux. Mais surtout dans l'histoire qui est fantastique, c'est ce que j'explique là aussi, toujours à des jeunes, si ces deux hommes ont pu monter sur le podium et lever le point, c'est qu'ils ont d'abord gagné la course. Le sacrifice qu'ils ont fait, au nom des idéaux qui étaient les leurs, a fait qu'ils n'ont pas eu de carrière, ils n'ont pas eu leur titre, leurs records ont été annulés et leur destin s'est arrêté là. D'une certaine manière, oui, l'espace olympique, c'est l'endroit médiatique par excellence. Vous avez 1 million, 10 millions, 100 millions, maintenant 3,5 milliards de personnes qui vous regardent pendant les Jeux. C'est le moment le plus emblématique médiatique que la Terre puisse porter. Tous les événements comme celui-là, cette fois-ci pour la lutte des droits civiques aux États-Unis. On va avancer si vous voulez bien. Munich boycott des Jeux, c'est 76. Donc des Jeux olympiques incroyables. Nous, on a tous Guy Drut, les Français en tête. Je rappelle que Guy Drut, s'il termine au 110 mètres premier, c'est parce qu'il n'y a aucun sportif noir, africain, ni maghrébin. Il boycotte pratiquement tous, sauf 2 pays, les Jeux olympiques contre l'apartheid. Là encore, vous avez vu la série impressionnante, 68, 72, 76. Les Jeux olympiques sont aussi l'antichambre des raisonnements, des bouillonnements et des bruits du monde. Et pourtant, dans notre tête, on est à Moscou. Si vous vous rappelez bien, 80 à Moscou, la démocratie,
Ce sportif qui lève les bras, on a une photo plus petite parce qu'il ne faut pas attirer immédiatement le regard dessus, mais questionner selon le monde, fait un bras d'honneur à l'ensemble du stade à Moscou. C'est qui? Un Polonais. C'est quoi? 80 Gdansk, Solidarność. Ce bras d'honneur sera interdit de reproduction dans tout le bloc soviétique pendant 10 ans, jusqu'à la chute du mur. Mais alors, rassurez-vous, tous ceux qui l'ont vu une fraction de seconde en ont parlé, l'ont raconté. C'est le bras d'honneur des pays de l'Est au bloc soviétique. Et à ce moment-là, avec un stade qui hurle et qui siffle au moment où ils sautent, ils sont en hauteur, et bien ce bras d'honneur devient un symbole de ce qui se passe à ce moment-là à Gdansk avec Solidarność. Car Lewis, c'est la star absolue. C'est le hableur, c'est le professionnel, c'est le plus grand coureur peut-être que nous ayons tous vu. Et en plus, c'est toute l'histoire du dopage qui éclate avec Ben Johnson, rappelez-vous. C'est toute cette histoire jusqu'où doit aller un corps. C'est le moment où on commence à surveiller de plus en plus les sportifs. Est-ce que tout est possible pour arriver à réussir? Ce qu'avait fait le bloc de l'Est. Je rappelle qu'un tout petit pays comme la RDA était arrivé deuxième nation olympique. Pourtant, RDA ne peut pas imaginer au départ qu'il y a la capacité sportive. Oui, mais alors le dopage, c'était devenu un système d'État. À ce moment-là, on se rend compte qu'on ne peut pas tout accepter et la lutte contre le dopage va devenir un élément majeur du mouvement olympique. J'aurais pu vous raconter en 1896 au marathon où on s'arrêtait pour boire un coup de gnôle pour se remettre le moral en cours de marathon. Ça, c'était du sport. Ça, c'était du sport, merci. Je savais. On avait préparé la phrase tous les deux. Hein. Barcelone 92, vous connaissez cette superbe histoire, ou en tout cas, selon je le raconte, il me reste 2 minutes 15 pour finir les Jeux. Turlu, Meyer, symbole, l'un d'Afrique du Sud, l'autre de l'Éthiopie. Elles font le tour du stade, côte à côte, pour symboliser et la fraternité et la fin de l'apartheid. Une image qui va traverser complètement les médias. Pour les Français et la France, nos Jeux Olympiques à nous, 96, je les vole aux Américains. C'est les Jeux Olympiques à la fois de Laura Flessel et de Pérec, un moment emblématique où le sport français va connaître certainement une part de son apogée. Sydney 2000. Fondamental parce que c'est Cathy Freeman qui pour la première fois va être le symbole et de la nation australienne et de la question aborigène, et elle va porter les couleurs de son pays et elle va aussi donc porter tout le récit autour de l'histoire aborigène. Et c'est pas un petit détail puisque pour la première fois le mouvement du CO va autoriser un autre drapeau que le sien quand elle sera sur le podium pour recevoir sa médaille, celui du peuple aborigène. Les Jeux d'Athènes, à la fois les Jeux du renouveau, et là on arrive au soleil, et là maintenant vous vivez la vie d'un sportif. Vous allez voir, vous allez voir. Et ce n'est qu'à 33 mètres, mes amis. Imaginez ce qu'est à 100 mètres. Athènes, c'est le renouveau, bien sûr, c'est le symbole, un siècle après la naissance des premiers Jeux, le renouveau des Jeux, et en même temps, c'est les Jeux qui seront le symbole. Il ne peut plus être considéré qu'on investisse dans une ville sans penser au lendemain et sans penser aux infrastructures, sans penser à l'endettement possible des Jeux. Ce sont des Jeux qui ont ruiné la Grèce parce qu'ils ont été mal pensés, mal conseillés, mal imaginés et surtout ils n'ont pas été pensés dans la pérennité. Je présente même plus aujourd'hui certainement l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, qui en même temps fait passer les Jeux dans autre chose. Les individus, le business, arrivé avec les Jeux de Pékin 2008, on est tout à fait dans autre chose chez les sportifs. Et en même temps, Pékin, c'est le grand questionnement, le débat sur les droits de l'homme. Nous parlions tout à l'heure du relais de la flamme. Rappelez-vous que c'est là qu'est intervenu beaucoup d'interventions de personnes au niveau des droits de l'homme qui ont contesté que Pékin puisse avoir les droits de l'homme. Vieux débat depuis les Jeux de Berlin et depuis le début des Jeux Olympiques. Quel rapport faut-il avoir dans le mouvement olympique entre des pays, démocratie ou non? Est-ce que tous les pays peuvent recevoir les Jeux ou est-ce que ça fait débat? La question du Tibet était un vaste débat, rappelez-vous à l'époque en 2008. Enfin, les Jeux de Londres, 2008, j'aime bien aussi raconter que l'histoire des Jeux, c'est aussi le combat de la liberté de savoir qui on est et qui on veut être. Nicolas Adams, champion olympique, homosexuel, sur le podium, raconte son histoire et depuis fait des conférences et a été un symbole du monde olympique. Aujourd'hui, Rio de Janeiro 2016, là aussi, vaste critique à Rio, la manière dont le monde urbain s'est construit autour des Jeux et dont les gens ont été expulsés des quartiers. Et en même temps, deux plus grandes stars peut-être de l'histoire de l'Olympique, Alexandre Félix, qui est l'athlète la plus décorée au monde, et à côté l'homme qui a eu le plus de médailles, Michael Phelps, qui est la star des bassins, qui avait arrêté la natation pendant 4 ans et qui revient à Rio. Enfin, Tokyo, vous l'avez tous vécu devant vos écrans, comme tout le monde, puisqu'on ne pouvait pas y être. Les Jeux les plus improbables, décalés d'une année, impossible à cause du Covid. Une histoire incroyable dans le sens où ils permettent aussi de voir à la fois un Teddy Riner et une Clarisse Agnesu, tous les deux immenses champions qui nous ont enchantés, mais en même temps, c'est des Jeux qui nous ont démontré là aussi une vraie révolution dans l'Olympisme, qu'ils font depuis le début. Le sport roi en 1900, c'était le tir à la corde et le saut à tonneau. Si on vous disait aujourd'hui que vous iriez voir des tonneaux et du saut à la corde, vous rigoleriez. Eh bien, commence à arriver à Tokyo des nouveaux sports. Et pourquoi le CIO pense à des nouveaux sports? Pour 2 raisons essentielles. Un, toucher les jeunes qui sont devant leur télé. Le break, le skate, le surf. Et deuxièmement, avoir autant d'hommes que de femmes. Pour avoir autant d'hommes que de femmes, il faut faire disparaître des sports et en inventer.
c'est ce que va faire le CIO des Tokyo pour enfin arriver en 2024 où les Jeux Olympiques sont totalement repensés pour avoir cette parité absolue, autant d'hommes que de femmes. Parce que vous savez aussi qu'il n'y a que très peu de sports où des hommes et des femmes peuvent être en concurrence. La voile et le cheval. C'est les deux seuls sports où un homme et une femme peuvent lutter à part égale, c'est le cas de le dire, dans une épreuve et qu'un homme et une femme peuvent s'inscrire côte à côte. Tous les autres sports sont soit des sports mixtes en équipe, comme vous l'avez vu avec l'équipe de judo, et donc on a créé beaucoup de sports en mix pour justement avoir autant d'hommes que de femmes. 2024, c'est l'aboutissement de cette histoire. On sera à 200 000 participants, ce qui est quand même incroyable quand on regarde l'histoire du monde. On oublie toujours que les vrais jeux ont démarré en 1894 à Paris, à la Sorbonne, où Coubertin invente le renouveau des Jeux Olympiques, à Paris une nouvelle fois. Et ce sera donc, ce que tout le monde aussi oublie, la 7e fois que la France reçoit les Jeux. 2 Jeux d'été, 3 Jeux d'hiver, 1 Jeu paralympique. La France est le 2e pays au monde pour recevoir les Jeux Olympiques après les États-Unis. C'est pas un petit événement. On voit bien que ces dates qui nous ont égrenés, j'aurais pu m'arrêter aussi, mais nous avons fait une expo que sur les Jeux d'été, pas sur les Jeux d'hiver. On aurait pu aussi s'agréner sur les dates comme 68, Grenoble. En tout cas, l'histoire de l'Olympie, c'est toujours un moment. Personne ne sait avant que les Jeux aient lieu ce qui va se passer. Et en tout cas, 2024 sera un grand moment pour l'histoire de la France comme pour l'histoire des sportifs. Et vous l'avez vu, on vient de faire à peu près la leçon de seconde, première et terminale. Guerre froide, montée des nationalismes, combat des femmes, éco-responsabilité, business, professionnel, amateur. Pour un professeur, c'est essentiel. Il fait en 27 minutes 3 ans d'enseignement pour les élèves en histoire. Merci de votre écoute.